Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, de plus en plus de voix s'élèvent pour la formation d'un parti unifié, alors que les statuts du RHDP ont été ratifiés par 5 des 6 principaux partis du pays. Une mouvance de soutien politique a vu le jour dans le but d'œuvrer à la concrétisation de cette coalition. Au Malawi, les albinos réclament justice. Ils sont régulièrement victimes de crimes rituels, des crimes qui ne sont pas pour autant punis et contre lesquels des associations se battent pour réclamer plus de protection pour les albinos. Puis nous partirons au Togo. Le football peine à se relever de cette difficulté. Malgré les efforts entrepris par le gouvernement, beaucoup attribuent à ce dernier les multiples défaites essuyées par la sélection à l'international. En Côte d'Ivoire, un réseau des jeunes du PDCI RDA veut pérenniser la paix et la stabilité du pays. Et pour ce faire, ce mouvement de soutien politique a vu le jour mercredi dans le but d'œuvrer pour le parti unifié Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, une coalition à laquelle 5 des 6 partis ivoiriens ont déjà adhéré. Reportage Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, le réseau des jeunes PDCI RDA pour 2020 a lancé officiellement ses activités le 16 mai 2018 à Abidjan. Ce mouvement de soutien politique proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire veut promouvoir l'unité et la cohésion des jeunesses RHDP, promouvoir l'oufouettisme, philosophie de paix, de dialogue et de tolérance et servir de porte-étendard pour l'aboutissement de l'unification du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Oui, sans le rassemblement et la cohésion, toute action politique est vouée à l'échec. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour appeler tous les jeunes épris de paix à faire confiance au président Henri Konan Bédié et à son frère, le président Alassane Ouattara. 5 des 6 partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont déjà donné leur accord pour la ratification des textes du parti unifié. Mais au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, cela suscite des débats houleux. Certains responsables restent néanmoins confiants pour le parti unifié. Le RHDP est donc pour nous tous une chance et une opportunité que nous devons, sans exclusive, saisir et faire prospérer. Je voudrais donc vous exhorter à porter par moi et par vous le message d'union, de rassemblement et de progrès que le RHDP véhicule sur l'ensemble du territoire national. En rappel, le réseau des jeunes du PDCI RDA pour 2020 est composé des coordonnateurs de jeunesse et de sections du dit parti. Il prévoit dans les prochains mois une tournée nationale pour mieux promouvoir l'unité au sein du RHDP. Le Cameroun célébrera le 20 mai la 46e édition de la Fête de l'Unité nationale, l'occasion de revenir sur l'évolution du climat des affaires du pays, considéré comme l'un des poumons économiques d'Afrique centrale. Disposant de nombreuses ressources naturelles, le Cameroun représente un véritable terreau d'investissement, mais son attractivité reste freinée par les lourdeurs fiscales. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Vivienne Baoken. Le Cameroun, poumon économique et grenier de l'Afrique centrale, essaye depuis quelques années d'évaluer et d'améliorer son climat des affaires et les conditions d'investissement au Cameroun. Le pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun a signé en 2016 à Abuja un accord commercial avec son voisin le Nigeria. Avec ce type de partenariat, le Cameroun peut propulser son économie avec en plus son vaste marché estimé à plusieurs millions de consommateurs. Il faut savoir que le Cameroun d'abord a une position stratégique au niveau de l'Afrique. C'est un point de raccord entre 2 zones économiques, c'est-à-dire la CEMAC et la CEDEAO. Un marché potentiel d'environ 400 à 500 millions d'habitants. Un marché qui serait comparable à celui des États-Unis. Et le Cameroun a une jeunesse vraiment dynamique qui est de mieux en mieux informée. Le Cameroun a une diversité climatique de ses sols et des sous-sols. Le Cameroun a un riche potentiel minier qui pourra à terme
attirer les entreprises dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des services aussi. Selon les experts, le budget d'investissement du Cameroun, qui oscille autour de 18% du produit intérieur brut, n'est pas à mesure de doper son attractivité. De même, les lourdeurs fiscales qui restent effectives malgré la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun et les lenteurs administratives de toutes sortes sont des éléments qui constituent des freins importants à l'investissement dans le pays. Une situation qui n'améliore pas sa position dans le Doing Business, le classement annuel de la Banque mondiale. Alors sur le marché international, quels que soient les secteurs qu'on prend, le Cameroun est assez faible. Déjà, il faut dire que même si on dit qu'il est le leader de la zone CEMAC, il est le premier parmi les plus faibles en fait. Ça, il faut le dire comme ça, sans faire la langue de bois. Par exemple, en 2016, selon des indicateurs du commerce en Afrique, publiés par la Banque africaine de développement, tandis que le Cameroun, bien sûr, premier pays de la zone CEMAC, vendait en zone CEMAC l'équivalent de 328 millions de dollars, il était dépassé sur ce même marché par la Côte d'Ivoire qui a réussi à y vendre près de 410 millions de dollars. Pour vanter le potentiel économique du pays aux investisseurs, le chef de l'État, Paul Biya, a organisé en mai 2016 un forum économique investi au Cameroun terre d'attractivité. Une occasion unique de recueillir auprès de nombreux acteurs économiques et financiers des propositions concrètes visant à améliorer les conditions d'investissement au Cameroun pour renforcer son attractivité financière. Au Malawi, les albinos, victimes d'une véritable chasse à l'homme pour des crimes rituels, sont en quête de justice. Sur la base de croyances populaires, ils sont en effet la cible de sorciers et autres guérisseurs sans pour autant que ces derniers soient punis par les autorités. Une situation inacceptable pour les associations de défense des albinos. Siolène Duplessis. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes de persécutions. Ronex Bondo vit sous la menace constante d'être enlevé ou agressé. À chaque déplacement, l'homme de 30 ans fait donc preuve de prudence. Il faut dire qu'au Malawi, les agressions à l'égard des albinos sont en constante augmentation selon les Nations Unies. Une vingtaine d'homicides ont eu lieu depuis 2014 dans ce pays qui compte entre 7 000 et 10 000 personnes victimes de cette maladie génétique. Au début, on pensait que le phénomène ne touchait que les villages. Mais maintenant, il touche même les villes. Certains d'entre nous vivent avec la peur au ventre. C'est mon cas. Je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je fais cela, ma famille s'inquiétera. Ils veulent constamment savoir où je suis. Des agressions alimentées par des croyances qui persistent dans la société. Les parties du corps des albinos font l'objet d'un trafic lié à des pratiques rituelles, des mutilations qui reposent notamment sur l'idée que leurs os et les parties de leur corps apporteraient la prospérité, des superstitions qui mettent en danger la vie et la sécurité de ces personnes. Face à l'impunité des auteurs présumés de ces pratiques, les organisations de défense des personnes albinos réclament un renforcement de la justice. Que des personnes soient soupçonnées d'avoir porté atteinte à des albinos, qu'elles soient condamnées à la prison à vie ou à la peine de mort, je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous. Nous nous concentrons sur la justice. Actuellement, nous avons 22 affaires d'homicide. Aucune d'entre elles n'a été portée devant les tribunaux. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête chargée de traquer les auteurs de ces pratiques rituelles afin de lutter efficacement contre les agressions et ainsi protéger la vie des albinos au Malawi. Dans l'actualité sportive, le football peine à se relever au Togo. Malgré la reprise des championnats nationaux, la sélection togolaise essuie de nombreuses défaites à l'international. Une évolution que beaucoup attribuent au gouvernement, malgré les efforts qu'il a entrepris. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Les championnats nationaux ont repris au Togo depuis 2016 et c'est à la grande satisfaction des premiers responsables du football togolais, mais aussi des amoureux du ballon rond qui n'hésitent pas à faire le déplacement des stades du Togo. Pour cette saison 2017-2018 qui a pris fin, 16 clubs ont pris part au championnat de première division contre 20 dans celle de la deuxième division. Aujourd'hui, le football a repris ses lettres de noblesse. Les stades sont pleins, les championnats se déroulent magnifiquement bien. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que le public togolais qui adore le football reprenne plaisir à voir un beau jeu sur le terrain.
Malgré la reprise des championnats il y a 2 ans, le jeu togolais peine à dominer sur le terrain. Au plan international, c'est la AS Togoport, champion de première division saison 2016-2017, qui représente le pays notamment à la Ligue africaine de football. En phase de poule de la compétition, les résultats sont loin de rassurer. Beaucoup évoquent le manque d'infrastructures adéquates et de moyens pour la formation des joueurs. Nous avons vu le jeu produit par l'AS Togoport face à Oroya et le Wydad Athletic Club de Casablanca. Il y a une différence. Mais si vous voyez, allez voir le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ils ont l'équipe des jeunes catégories où ils forment les joueurs. Le Wydad Athletic Club, ils ont des joueurs formés au club. Et ils ont les moyens aussi. Ils ont un staff vraiment très professionnel, un staff très bien formé et qui ne manque pas de moyens pour aller faire des recyclages, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Mais nous n'avons pas cela. Les dirigeants du football togolais gardent espoir. La qualité de jeu est surtout recherchée pour enchaîner les victoires. 15 millions de francs CFA, c'est la subvention accordée en 2016 par la Fédération togolaise de football aux clubs de D1. Ceux de D2 ont bénéficié de 5 millions. Ces efforts doivent être renforcés pour que le pari de faire du football une industrie soit relevé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.